Alors, je vais parler au nom de Rencontre Mars et bien entendu, Casse parle au nom du comité de soutien. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à la situation horrible au niveau de Rencontre Mars? Eh bien, on a été sensibilisé par une série d'articles qui a été fait par la journaliste Rosa Moussaoui, qui est partie 15 jours sur place, a eu de très nombreux contacts, et dans la période de juin, juillet, août, septembre 2017, il y avait énormément d'articles qui sont passés sensibilisés. Indépendamment de ça, je dois dire que moi, à titre personnel, ça m'avait intéressé pour une raison, c'est que dans ma jeunesse, il y a très longtemps, j'avais été impressionné par le soutien apporté par le mouvement ouvrier français à la lutte de la population du Rif, qui s'appelait à l'époque la guerre du Rif. C'était un soutien absolument formidable. Très franchement, je n'en ai pas vu l'équivalent ensuite dans les autres mouvements anticoloniaux qu'il y a eu, qui ont été soutenus en France à des degrés divers. Que ce soit Madagascar, l'Algérie ou je ne sais quoi, c'était très différent. Un petit exemple, pendant la guerre du Rif, la CGTU, qui est un peu en quelque sorte l'ancêtre de la CGT, avait déclenché une journée de grève générale. À cette occasion, un ouvrier avait été tué par la police. Il y avait des centaines de milliers de grévistes qui se sont affrontés aux forces de police. Bref, c'était un événement. Quand moi j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces histoires politiques, ça m'avait impressionné. Donc, l'ensemble des choses. Et puis, il y a un élément, évidemment, qui découvre tout ça, c'est la France. C'est quand même le colonisateur du Maroc qui a laissé des traces. Et on va le voir dans la partie historique que Madeleine m'avait demandé de présenter. L'Espagne aussi. Hein? L'Espagne aussi. L'Espagne aussi, je suis d'accord. Mais comme on est en France, j'ai parlé de notre impérialisme avant de les autres. Bien sûr, tu as tout à fait raison. La guerre du Rif a commencé avec l'Espagne. Bien sûr. Ça, c'est soi-même, et après, on passe dans le sujet. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Merci infiniment au nom du comité de soutien du mouvement populaire Rif de Montpellier et au nom simplement de tous nos frères rifins actuellement dans les prisons de la honte, comme on dit, au Maroc. Tout soutien, tout intérêt pour ce peuple et ces gens-là nous touchent, nous ici en tant que rifins d'origine. Et c'est un soutien, l'air de rien comme ça, c'est un soutien précieux, c'est un soutien qui touche vraiment les rifins et le peuple rifin. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Parce que comme on le dit toujours, nos frères rifins n'ont qu'un seul espoir, c'est justement ce soutien qui peut venir c'est-à-dire de l'étranger, de l'Europe, de toute l'Europe, de France, de partout, c'est-à-dire de vous et nous. Ils n'ont que cet espoir, ils peuvent avoir que ça comme défense. Les prisonniers, par exemple, à savoir qu'eux-mêmes disent leur seul avocat, c'est le peuple, c'est-à-dire c'est vous et nous. C'est leur seul espoir de voir peut-être de voir une justice ou de retrouver la liberté, tout simplement. Parce que comme vous le savez, depuis la mort de Mohsin Fikri, le 28 octobre 2016, dans le Rif s'est constitué un mouvement populaire
essentiellement formés de jeunes, pour la plupart, soit des chômeurs, soit des étudiants, soit on va dire, une moyenne d'âge de 25 ans à peu près. La plupart, ce sont des gens rifins, c'est-à-dire des berbères. C'est-à-dire donc, ce mouvement s'est constitué pour réclamer, dans un premier temps, la justice pour le poissonnier Mohsin Fikri qui a été broyé, comme vous le savez, dans une benne à ordures sur ordre d'un policier qui lui avait confisqué auparavant sa marchandise et donc qui ensuite, lui avait essayé de récupérer tout simplement, et que le policier qui lui avait confisqué cette marchandise avait donné l'ordre tout simplement de le broyer. Ce qui s'est passé. Parce que c'est un système corrompu, ce qu'on ne dit jamais assez, ce sont des policiers qui ont l'habitude de maltraiter les gens, il n'y a rien de nouveau, c'était pas exceptionnel par rapport à ce jour-là à Mohsin Fikri. Donc c'est des choses qui sont, on va dire, plus ou moins banales. C'est un pays corrompu, mais à tous les niveaux, et les victimes, bien sûr, ce sont toujours les plus faibles, c'est pas les plus forts. Là, ce jour-là, c'était un pauvre, un malheureux, mais honnête, un jeune homme honnête qui faisait vivre peut-être toute sa famille ou une partie de sa famille grâce à son travail, tout simplement. C'était quelqu'un comme il y en a des milliers ou des millions au Maroc qui essayent simplement de survivre. Et puis ensuite, malgré ça, il n'y a même pas, je veux dire, de respect ni à la mémoire de la personne, ni quoi que ce soit. On va même essayer de faire croire qu'on a appliqué une loi, que le mec il a fait quelque chose d'interdit, et donc ceci explique cela. Nous on dit non, parce que quand on... Excusez-moi, je vais essayer de... parce qu'il est un peu lourd. Quand on connaît un peu l'histoire de cette région, quand on connaît l'histoire du Rif, on sait que tout ça c'est faux. On sait que c'est des gens qui ont toujours été méprisés. On sait que c'est une région qui a toujours été marginalisée. On sait que c'est une région où on a toujours commis les pires crimes. Et depuis longtemps, c'est pas depuis la mort du malheureux Mohsin Fikri. C'est les crimes de cet État marocain qui ont commencé il y a bien longtemps. Les rifins le savent mieux que tout le monde, puisqu'ils sont directement concernés. Ils sont concernés. C'est pas, je veux dire, c'est à personne d'expliquer aux rifins qui les a massacrés en 58-59, par milliers. C'est pas, c'est né à ce régime, ni à qui que ce soit. C'est-à-dire, nous, nos parents, ils savent d'où ils viennent, ils ont vu par eux-mêmes les crimes de 58-59. On a massacré des gens par milliers. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils réclamaient, encore une fois, juste avoir le droit de vivre dignement sur leur terre, ni plus ni moins. Ça, c'était juste après, là, par exemple, l'indépendance, ou soi-disant indépendance de cet État. C'est-à-dire de 56. Et en 58-59, on a massacré autant de gens qu'on pouvait massacrer, juste parce qu'ils réclamaient la dignité, la liberté sur leur terre. Voilà. Après, on a eu 1984 aussi. 1984, on a tué des gens, on a enterré des gens, morts et vivants. Morts et vivants. C'est-à-dire même les gens qui n'étaient pas morts, soit blessés ou qui avaient pris une balle, ou tout simplement vivants, un être humain, ils ont été enterrés aussi. On a des gens jusqu'à aujourd'hui, des familles jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas fait le deuil de leur mort. Ils ne savent pas, les gens ne savent pas où ça fait, depuis, je crois que ça fait 38 ans, si je ne dis pas de bêtises. Là où, depuis 34 ans, je crois. Depuis 84 en tout cas.
Donc on a des gens encore disparus, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Après 84, on a eu ces 2011, quand il y avait les révoltes dans tous les pays, on va dire, pour parler plus clairement, dans toutes les révoltes qu'il y a eu dans toutes les dictatures en général. Parce que les révoltes ne se sont pas faites, par exemple, dans les pays, on va dire, démocratiques ou en Europe, où elles sont faites comme toujours dans les dictatures, là où les gens n'ont pas leurs droits, tout simplement. Et c'est normal que l'être humain cherche toujours à avoir ses droits, c'est humain et c'est normal. Donc en 2011, c'est pareil. On a réprimé les gens, on les a tués, on a torturé des gens, on les a ensuite brûlés dans une agence bancaire pour ensuite les faire passer pour de vulgaires bandits qui essayaient de voler une banque. Voilà comment on règle les problèmes dans le RIF. Voilà comment cet État règle les problèmes dans le RIF. Certains ont été simplement tués et d'autres emprisonnés, déjà en 2011. Et c'est déjà à l'époque, les gens ils réclamaient quoi? Toujours pareil, ils réclament simplement avoir le droit de vivre dignement sur leur terre. Ni plus ni moins. Ces gens-là, dans le RIF, ils veulent plus s'exiler en Europe, comme ils l'ont fait par exemple nos parents. Ils veulent simplement rester chez eux. C'est pour ça qu'on essaie aussi de dire à nos politiques ici en France, la moindre des choses, quand on est responsable politique, quand on est un élu, c'est de dire un mot, c'est de dire quelque chose là-dessus. Vous ne pouvez pas aller voir nos concitoyens français ici et leur dire, nous, vous savez, machin, on cherche la stabilité au Maroc, on ne veut pas plus d'immigrés, on ne veut pas ceci et cela, mais par contre, vous soutenez un régime qui envoie des réfugiés par milliers. Certains, bien sûr, meurent dans la mer, ça fait dans leurs embarquements de fortune dans la mer. Ça ne vous gêne pas non plus. Mais certains arrivent jusqu'en Europe. Il faudrait que ces politiques expliquent à nos concitoyens. C'est quoi leur objectif ou leur projet pour la France déjà? C'est quoi? Est-ce que c'est de continuer à encourager des dictatures comme la dictature marocaine et à faire exiler des milliers de gens qui embarquent pour la France? La plupart des gens, parce qu'ils sont francophones, ils viendront par exemple en France et partent en Belgique. On a des gens aujourd'hui qui sont là, qui sont partis justement, qui ont réussi à traverser la mer Méditerranée pour arriver par ici, je parle de Montpellier précisément, des pauvres jeunes qui ont fui et qui sont là aujourd'hui. Alors là on pose la question, on fait quoi avec ces jeunes? Vous allez faire quoi? Je pose la question aux politiques, aux autorités, vous allez faire quoi de ces jeunes-là? Les prendre et les renvoyer pour qu'ils soient mis directement à torturer en prison? Pourquoi on ne fait pas quelque chose dès maintenant? Pourquoi on n'agit pas au moins sur la question humaine? Dire à ces régimes criminels qu'attendez, vous pouvez peut-être le faire croire que vous avez une justice et tout, c'est bien. Mais ça serait bien quand même d'arrêter de torturer des gens. Ça serait bien quand même d'arrêter de pousser toute une jeunesse à quitter le RIF dans l'espoir de rejoindre l'Europe et d'essayer de venir ici gonfler, comme on dit, ces rangs de misère aussi, puisque la misère on l'a aussi en Europe. On a des gens, on a des milliers de personnes qui dorment dans la rue, même en France. C'est un secret pour personne. Donc ces politiques-là, ils ont une responsabilité, une lourde responsabilité. Mais en même temps, on a tous une responsabilité. Nous, on essaye d'assumer la nôtre, c'est déjà de dénoncer ces criminels. On essaye d'appeler, comme on dit, simplement un chat un chat. On n'a rien à cacher, on n'a rien à maquiller. Nous, on voit nous, on dit que c'est injuste, que des jeunes qui sortent dans leur pays pour exiger, pour demander un hôpital d'oncologie
pour demander une université, pour réclamer des hôpitaux, des écoles, des routes, hein, nous on dit que c'est tout à fait noble, c'est tout à leur honneur, c'est des jeunes qui veulent simplement vivre, c'est des jeunes qui aiment la vie, qui aiment la liberté, qui respectent les droits de tout le monde. Et on voit même à travers ces jeunes-là quelque chose qui est magnifique. Enfin, pour moi et à mon sens personnel, quelque chose qui est magnifique, qui n'existait pas. En tout cas, quelque chose qu'on ne voyait pas. C'est des jeunes, c'est une génération, comme je le dis toujours moi, exceptionnelle. C'est une génération, pour moi, que je connaisse par rapport à ce pays-là, la plus belle. C'est celle qui donne, par exemple, son droit, ou qui rend son droit le total déjà à la femme en général et à la femme réfène, qui donne une place ou qui rend sa place à la femme, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous, d'ici d'Europe, on devrait saluer cela et encourager cela. On a affaire à une jeunesse qui traite la femme d'égal à égal, qui lui rend, c'est son droit, la femme, d'être comme ça au premier plan et de faire. C'est-à-dire, on a essayé pendant des années, par exemple, en particulier pour la femme réfène, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours fait en sorte à ce que la femme réfène reste chez elle, n'accède jamais au savoir, n'accède jamais à l'école, n'accède jamais au travail. Et on a une société, par exemple, si on doit parler directement que du RIF, on a une société qui tourne, on va dire, à moitié de ses capacités. Pourquoi? Parce qu'il est privé de sa moitié, c'est-à-dire la femme. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une génération qui rend cette place à la femme. La femme, c'est ce qu'on a besoin, nous, en tant que, je pense que réfène d'origine, parce que même par rapport, je dis ça aussi par rapport à nos parents, par rapport à ce qu'on a connu avant. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager, saluer, parce qu'on casse certains tabous, on casse certaines choses qu'on a essayé de fabriquer pour renfermer les réfènes et surtout, comme je vous dis, la femme réfène. C'est-à-dire on a fait en sorte à réduire la femme réfène à un rôle qui vaut à pratiquement rien, sauf celui de s'occuper de sa maison et de ses enfants à la maison. Voilà. Et donc, pour revenir, on va essayer, parce que là, j'espère que tout le monde suit, puisque nous, on connaît, enfin, on connaît tout ça depuis toujours, c'est-à-dire depuis qu'on est petit, que ce soit quand on parle de 58, 59, de 84, de 21, tout ça, c'est des choses qu'on a appris auprès de nos parents, de nos grands-parents, aussi, forcément, et j'espère que, enfin j'invite en tout cas ceux qui n'arrivent pas à suivre tout ce que je dis moi, ou comment moi je vois les choses, simplement à lire tout ce qui concerne le RIF, à voir même sur internet, on trouve beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de photos. Ça permet de comprendre un peu mieux la situation RIFaine. Parce que c'est un dossier ou c'est un sujet complètement... on a fait en sorte, c'est-à-dire même ici en Europe et en France en particulier, est-ce que la situation réfène reste complètement inconnue? Est-ce que l'histoire réfène reste complètement inconnue? Mais quand on s'y intéresse un peu de près, on découvre beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Le RIF et son peuple, ils ont une belle histoire et ils méritent à ce qu'on s'y intéresse. Ce sont des gens, c'est un peuple qui a été l'exemple sur toute la planète et tout ça se vérifie, c'est pas juste pour dire que
que le Rif, le peuple rifien, mais à un moment donné de son histoire, le Rif a été l'exemple sur toute la planète. Sur toute la planète, c'est lui qui a mené la première guerre anticoloniale au monde contre les colons de l'époque, et français et espagnols. C'est ce qui a permis à beaucoup de pays dans le monde d'en prendre exemple, et de se libérer aussi du colonialisme à l'époque. Donc c'est ça aussi le Rif, c'est ça aussi l'histoire du Rif. Abdelkrim, c'est ça, non? Là, j'ai pas le droit de parler d'Abdelkrim. Là, je rigole. Madeleine avait prévu un partage. C'est Robert. Enfin, c'est pas que j'ai pas le droit, je rigole. C'est Robert qui va faire un petit résumé, qui va parler aussi de Abdelkrim et de son histoire. Juste entre parenthèses, on prévoit aussi par exemple une journée sur le Rif, sur l'histoire du Rif, et en particulier pour rendre hommage justement à la mémoire d'Abdelkrim Khattabi le 24 février sur Montpellier. On mettra l'adresse, tout ce qu'il faut sur notre page Facebook, et on fera en sorte à transmettre cette information. Donc il y aura une journée spéciale dédiée à la mémoire d'Abdelkrim Khattabi, à l'histoire du Rif, à la guerre du Rif, à la guerre chimique aussi, première au monde, et au contexte d'aujourd'hui, avec, comme on disait tout à l'heure, ces jeunes qui sont par centaines dans les prisons marocaines, qui sont, il faut le dire et le souligner, qui sont torturés, qui sont violés, qui sont injustement emprisonnés. On a des enfants en prison à partir de 6 ans. Il y a des familles qui ont perdu, enfin pas perdu par un mort, mais qui ont, c'est-à-dire à qui on a arrêté par exemple 3 enfants. Une famille par exemple, là, on leur a emprisonné un enfant de 6 ans, c'est 3 frères, un autre je crois de 8 ans, et un autre de 10 ans. Vous vous rendez compte à qui on a affaire? Le vrai visage, c'est ça. Le vrai visage, c'est ça. On a un trisomique également. C'est un jeune trisomique complètement engagé dans ce mouvement populaire, puisque c'est un mouvement ouvert, comme on dit populaire, il est ouvert à tout le monde, aux vieux, aux jeunes, aux femmes, aux enfants, ou même aux trisomiques qui en avaient, qui sortaient à l'époque quand il y avait les manifestations avec le leader Nasser Zafé et tous ses compagnons. Donc on en a arrêté un qui s'appelle Khalid la dernière fois, et après on paraît-il qu'elle a été gardée en garde à vue, et puis on a donné l'ordre, on a demandé à son père, on a demandé là-bas, on a donné plutôt l'ordre à son père de lui interdire de sortir tout simplement. C'est-à-dire on le condamne à l'enfermement tout simplement. Donc voilà. Et en dernier, on a même l'avocat du mouvement qui s'appelle Abdelsadek El Bouchtaoui. C'est un avocat dévoué à ce mouvement populaire. Ce sont des gens qui dépensent leur énergie et même leur argent, c'est-à-dire ils consacrent, c'est-à-dire tous leurs moyens personnels, enfin tout leur argent personnel, et ils le mettent là-dedans. Ce sont des gens peut-être des fois qui n'ont même pas les moyens de mettre du gasoil pour se déplacer, mais ils vont quand même défendre, parce que ce sont des enfants de ce pays-là, ce sont les enfants de ce peuple. Leurs parents, ils étaient comme ça. Leurs grands-parents, ils étaient comme ça. Ce sont toujours des gens qui ont défendu leur peuple, tout simplement. Donc, Abdelsadek El Bouchtaoui, maître Abdelsadek El Bouchtaoui, il a été condamné lui-même à 20 mois de prison ferme pour des publications sur Facebook.
à peu près 120 publications. C'est-à-dire ce qu'on lui reproche, c'est les publications de Facebook. 20 mois de prison pour un avocat. Donc c'est pour ça que nous, quand on dit toujours, c'est pas un vrai État. C'est-à-dire c'est un État, oui, mais c'est un État voyou. C'est un État où il n'y a pas de vraie justice, parce que dans un vrai État, dans une vraie justice, logiquement, on ne mettrait jamais quelqu'un qui essaye de défendre quelque chose qui est de l'intérêt public ou de l'intérêt commun en prison quand même. Qui imaginerait par exemple en France, on va dire l'abbé Pierre par exemple, en prison, ou je sais pas moi, ou un Coluche par exemple en prison, pourquoi? Qui peut imaginer ça? Qui peut imaginer ça? Nous, on ne peut pas imaginer ça. On ne peut pas. On ne peut pas imaginer quelqu'un en prison. Pourquoi? Parce qu'il veut un hôpital pour soigner des cancers dans le Rif. Mais c'est un crime. Il y a 4 à 5 fois plus de cancers dans le Rif à cause de la guerre chimique. Il y a 4 à 5 fois plus. Ces gens-là, ils vont faire comment pour se soigner? Ils vont se soigner où? Et certains osent même donner des leçons ici en France et en Europe en général. C'est-à-dire, quand je dis certains, c'est des gens d'origine marocaine. C'est-à-dire, c'est des gens, comment dire, qui ont trouvé une hospitalité, qui ont trouvé un pays, qui ont trouvé des concitoyens, des droits. Enfin, tout ce qui est, on va dire, de positif, ou alors tout ce qu'on aime, on va dire, ou tout ce qu'on apprécie tous, c'est-à-dire être libre, avoir le droit d'être soigné, ou d'être éduqué, etc. Donc, ces gens-là, comme nous, comme vous et moi, qui ont tout ça, ici. Ils condamnent ces gens-là. Ils nous empêchent même de dénoncer ce régime criminel. Ils nous empêchent même à nous de dire, tiens, quand même, là-bas, il y a peut-être un problème. Ces gens-là, ils ont le droit de vivre chez eux, ils ont le droit de... C'est-à-dire, on en est là. On en est là. Et je vais laisser peut-être la parole à Robert, parce que moi, s'il ne m'arrête pas, je m'arrête pas. Merci à tous. Merci Kassem. Bon, je vais juste donner quelques repères concernant l'histoire du Rif et du Maroc par rapport à la colonisation. En 1912, le sultan du Maroc a signé avec la France le fait que le Maroc devienne un protectorat français. Pourquoi le sultan l'a signé? Il y avait une contrepartie, c'est qu'en échange, la France garantissait de mater les tribus dites berbères qui s'opposaient au sultan. Vous voyez donc, ça vient de là, le point de départ. Et en échange de ceci, la France s'engageait aussi, le jour où elle partait, de lui remettre le pouvoir. C'est-à-dire, très clairement, c'est la France qui a décidé qui prenait le pouvoir au Maroc à son départ. Vous voyez, c'est très précis, c'est très net. C'est ce qu'on appelle une ingérence évidente. Mais plus qu'une ingérence, c'est criminel. Parce qu'il y avait en quelque sorte un accord de partage. On te protège des tribus qui se révoltent, en échange, tu le soutiens, et le jour où on s'en va, c'est toi qui prends le pouvoir. Et on t'y aidera. Tout le problème démarre là. Ce n'est pas le peuple marocain qui a décidé, qui a choisi. Et pourtant, comme le disait Kassem, et pourtant, c'est bien la révolte de Khattabi, je confirme, d'Abdelkrim Khattabi, qui était un des dirigeants de la principale tribu, disons,
n'arrive pas à le prononcer, donc vous m'en excuserez. Belouarguel, voilà, je ne suis pas arrivé une fois de plus, c'est pas grave. Et ce qui est effectivement, Abdelkrim el-Khattabi a été donné en exemple comme la première révolte armée populaire contre le colonialisme moderne. Hein? On ne parle pas de Christophe Colomb et de la défense des Amérindiens. On parle de la lutte contre le colonialisme dans sa version moderne, c'est-à-dire comme conséquence de l'impérialisme capitaliste. Voilà. Donc, ceci étant dit, Abdelkrim el-Khattabi a effectivement mené donc la révolte de ces tribus berbères. Ça a été des années 20 à 26. Pourquoi ça a commencé avec l'Espagne? Parce que la France, en quelque sorte, a sous-traité une partie de son protectorat à l'Espagne. Elle a dit à l'Espagne, ben, tu vas prendre ce morceau-là, hein, du Maroc, et tu vas t'en occuper. Pourquoi? Parce qu'il y avait les rivalités des autres pays impérialistes européens. Le problème venait de là aussi. La France devait montrer à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne qu'elle ne cherchait pas à tout prendre en Afrique du Nord. Il y avait déjà l'Algérie. Vous voyez? Donc il fallait qu'elle fasse un peu preuve de souplesse et de laisser quelques morceaux du gâteau, si je puis dire, à d'autres. Donc l'Espagne est rentrée dans la danse à cette occasion. Quand elle est rentrée dans la danse à cette occasion, il y a eu ensuite la révolte d'Abdelkrim el-Khattabi, qui était vraiment un homme tout à fait exceptionnel, qui a créé, qui a annoncé la création de la République du Rif. La République du Rif. Hein? On n'était pas dans une volonté de quoi que ce soit. Au départ, d'ailleurs, Abdelkrim el-Khattabi n'était pas opposé à l'Espagne. Naïvement, mais ça partait de quelque chose d'un bon sentiment, il pensait que les Espagnols seraient là pour aider à moderniser le Maroc. Lui, il était dans une enclave qui était sous domination espagnole et il avait fait ses études en espagnol et ainsi de suite. Donc, il a pensé que l'Espagne aiderait le Maroc à se moderniser. Vous savez l'histoire des bienfaits du colonialisme. Bon, on sait ce que c'est, une sombre foutaise. Donc, quand il s'est aperçu que c'était une sombre foutaise, il n'a pas tardé à s'en apercevoir d'ailleurs, là, la révolte a éclaté. Il n'était plus question d'accepter ni l'Espagne, ni rien. Le problème qu'il y a eu, c'est que l'Espagne a été battue à pleine couture, ce qui est assez extraordinaire, parce que ces révoltés, ces tribus berbères ne disposaient que de fusils assez archaïques. Et ils ont quand même battu l'Espagne. Les troupes coloniales espagnoles ont été battues par Abdelkrim el-Khattabi. C'est dire à quel point, lorsque, je ne me souviens plus exactement qui avait dit cela, mais il y avait quelqu'un qui racontait que certains révolutionnaires étaient allés s'adresser à Ho Chi Minh, je crois, ou à Giap, les Palestiniens, en leur disant qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple de révolte pour nous aider et tout. Et la réponse était, mais vous avez chez vous Abdelkrim el-Khattabi. Étudiez ce qu'il a fait, c'est pas la peine de venir chez nous. Donc vous voyez, il servait vraiment d'étendard. Et ayant battu les Espagnols, la France est intervenue. Et de manière massive, pas 5 000 ou 10 000, des centaines de milliers de soldats du corps expéditionnaire français. Au total, Espagnols plus Français, on a compté entre 300 et 450 000. Énorme. Ah, oui, on n'est pas loin du demi-million. Énorme, énorme. Et, en plus, il y a des images qui en attestent, ils sont intervenus avec tous les moyens les plus modernes, des avions qui ont bombardé, des chars d'assaut, etc., etc., et des canons puissants et tout. Et les Rifins, c'était combien à peu près? Oh, quelques milliers, 10 000, disons. C'est une disproportion énorme, peut-être qu'ils sont montés jusqu'à 20 000 à un moment, mais vous voyez, il y a une disproportion multipliée par 20. C'est pour ça qu'ils ont fini par être battus d'ailleurs, malgré tout leur courage. En quelle année on est là? Dans les années 20.
Entre 20 et 26. Je ne suis pas un historien féru des dates, mais je crois que ça s'est terminé en 26. Mais vous me prendrez en défaut pour les dates, ça je vous le garantis. Je suis très mauvais, j'ai aucune mémoire. Je connais un peu 1515, mais c'est pas beaucoup plus. Alors je continue. Il y a les troupes françaises qui interviennent. Et qui dirigeait les troupes françaises? On en a eu plusieurs. Ça a commencé avec Lyoté, je ne sais plus quel fois, et ça finit par Pétain. Vous savez, le grand ami de la liberté. Pétain. C'est lui qui a dirigé à la fin le corps expéditionnaire français avec toutes les atrocités commises. Les photos de têtes coupées et brandies sur un pic sont légion. La même photo, lors de la guerre du Vietnam, à My Lai, avait provoqué des réactions internationales colossales. À l'époque, non. Hein? C'est l'époque où les bienfaits du colonialisme avaient cours encore. Et donc, ils ont fini par battre avec Amir Khattabi, ils l'ont fait prisonnier, ils l'ont envoyé à La Réunion. Et de La Réunion, à un moment donné, il devait aller je ne sais plus où, et puis il a réussi à fuir et à finir au Caire. C'est là qu'il est mort d'ailleurs en 63, où il a eu cérémonie en hommage à tout ce qu'il avait fait, tout à fait considérable. Je reviens en arrière, donc 21. La guerre du Rif, donc, s'est terminée à cette période. Et tout à l'heure, je disais que le mouvement ouvrier français avait une réaction absolument unique à cette époque-là, en soutien à la révolte du Rif. C'est vrai, on n'a pas vu une journée de grève générale en dehors de la lutte contre cette guerre du Rif. Et d'ailleurs, il y a un livre que j'ai pu obtenir par Internet, parce qu'il est épuisé, de Pierre Sémard, qui s'appelle La guerre du Rif. Il y a eu des bouquins entiers qui sont sortis là-dessus. Malheureusement, beaucoup de ces informations ne sont plus disponibles dans les librairies, les bouquins sont épuisés. Mais j'espère qu'avec ce qui se passe, ça reviendra. Voilà. Alors on passe ensuite, si vous voulez, en 58-59. Le protectorat français se termine en 56. Dès 55, il commence à y avoir une effervescence de nouveau dans le Rif, car le Rif est resté une région rebelle. Et la guerre du Rif n'a jamais été oubliée par le régime marocain. Il considérait que c'était là des gens qui étaient impossibles à maîtriser, qu'il fallait donc mater de la manière la plus atroce possible, d'où les têtes coupées et tout ça. Il fallait faire peur aux gens. Et en 58-59, j'ai oublié de dire que dans la guerre du Rif 20-26, il y a eu du gaz moutarde qui a été balancé. Oh. Le gaz moutarde, ce qui a provoqué énormément, vous vous en doutez, de cancers. Des gaz moutarde ont été balancés sur les rifins dans cette période-là. Alors que 14-18, on avait vu ce que ça avait fait, ben, ça ne les a pas dérangés. Voilà. Ça a été énorme. Ensuite, en 58-59, on a eu quelque chose d'atroce aussi. On en verra quelques extraits, 2-3 minutes, des témoignages d'anciens qui racontent ce qu'ils ont vécu. En 58-59, ça n'a pas été du gaz moutarde, ça a été du napalm. C'est pas mieux, hein? Le napalm a été balancé à haute dose sur le Vietnam, et là encore, voilà. Donc ça a été du napalm, mais ça a été des massacres aussi. 30 ans après, c'est assez étonnant, hein? 20, 26, 58, 59, 30 ans, en gros. Vous rajoutez encore 30, vous tombez dans les années 80, 84. Eh bien, en 84, il y a eu pareil. Il y a eu quelques jours de révolte, toujours pour des questions économiques, sociales et de liberté. Parce que ce qui fait la force du mouvement populaire du Rif et parfois la réticence de certains Marocains à son égard, c'est que le Rif est uni dans ses revendications économiques et sociales, mais il y a aussi un aspect culturel. La langue, la mazigue, c'est une langue commune.
c'est une langue que d'autres régions berbères ont aussi, dans le sud du Maroc, etc. Vous connaissez ça mieux que moi. En Algérie, en Tunisie et même en Libye. Et puis d'autres encore, en Mauritanie, enfin, je ne ferai pas la liste. Mais c'est pour dire qu'il y a ce qui les unit en plus, c'est l'exigence de respect de leur culture, de leur langue. Vous savez que ce n'est que maintenant, très récemment, que l'Algérie a accepté de faire de l'amazigh une langue administrative dans des régions où les gens parlent quasiment que ça, ou très largement cela. Donc vous voyez, il en faut du temps. Hein. Et ça fait cette force. Et en même temps, d'autres se disent, ouais, mais eux, ils ne sont pas comme nous. C'est des berbères. Donc vous avez des réactions qui sont au niveau des villes, qui, à mon sens, ne sont pas de même nature que celles qu'on trouve dans les campagnes. Il y a une certaine coupure entre les deux. On n'entend pas parler de révolte à Casablanca, hein. Ni à Rabat, ni à Fès. Mais on entend parler dans d'autres villes et villages du Maroc de révolte. Il y a Gerada. Gerada où il y a un mouvement très fort. Mais vraiment, quand vous voyez les images, c'est des milliers et des milliers. On a l'impression que c'est la moitié ou 3/4 de la ville qui est sortie dans la rue. C'est énorme. Et vous savez, il y avait aussi une autre ville dans le sud. Et puis il y a eu même à un moment donné à Oujda, qui commence déjà à être une ville un peu plus connue. Donc, ça bouge au Maroc. Ça bouge, mais il y a une chape de plomb au niveau de l'information qui essaye d'étouffer le problème, de faire en sorte qu'il soit ignoré, de sorte à affaiblir la révolte, qu'elle n'ait pas de solidarité, pas de soutien. Et il faut dire que beaucoup de médias en France s'y emploient très bien. Beaucoup. Parce que le roi du Maroc a invité beaucoup de monde quand même dans ses hôtels qui lui appartiennent. La Mamounia, elle a reçu du monde. Je vais citer un nom au hasard. Patrick Porte d'Armor. Il n'y a pas que lui. Bon, maintenant, lui, il est fini. Mais vous devinez un peu le gratin. Et la Mamounia, quand ils y vont, tout est gratuit. Quand vous faites ça sur une échelle assez large, c'est sympathique. C'est un peu comme Bolloré en Afrique noire. Hein? Et donc le régime marocain joue cette carte. La carte de étouffer. Quand des journalistes français qui font leur boulot, comme Vanessa Descoureaux de France Inter, je ne parle pas de ceux qui sont dans la presse engagée, que ce soit dans l'Humanité, Rosa Moussaoui, ou à Huffington, Maroc, ou je ne sais où encore, ou à Mediapart, je ne parle pas de cela. Je parle des autres. Vanessa Descoureaux est allée, elle a voulu voir ce qui se passait et se renseigner sur ce qui se passait. Elle est arrivée au Maroc, elle a voulu rentrer dans le Rif, elle en a été empêchée. Ils ont su où elle était sur la route, la police. Elle s'est mise devant sa voiture, elle a dit demi-tour. Elle n'a donc pas pu rentrer dans la capitale du Rif qui s'appelle Akroseba. Elle a été dans l'impossibilité de faire son travail. Mais elle n'est pas la seule, il y a d'autres journalistes qui ont été empêchés de cette manière. Je ne vous parle pas des journalistes marocains qui ont été foutus en tôle parce qu'ils ont essayé de passer. Eux, c'est carrément la tôle. Et bien, Vanessa Descoureaux a fait quand même une émission, il y a une quinzaine, qui était remarquable, sur France Inter, un samedi, je crois, ou France Culture peut-être, je ne sais plus, et où elle racontait ce qui se passait et comment on l'a empêché de passer. Donc voilà le contexte. Et je pense que on va voir quelques images quand même pour compléter. Là, c'est Mohamed Ouskrali. C'est un dirigeant national de l'Association des travailleurs maghrébins de France. C'est un extrait de la conférence qu'il y a eu conjointement du comité de soutien au mouvement populaire du Rif, Rencontre Marx et l'Association des travailleurs maghrébins de France. Et à cette occasion, donc, Mohamed est venu raconter ce qu'il avait vu, parce que lui est allé.
il a vu des choses qui se passaient, son témoignage est bouleversant. Et puis vous verrez d'autres images plus anciennes de l'époque de la guerre du Rif et des quelques témoignages de 83-84. On passera peut-être 5 minutes simplement sur Mohamed, de sorte à ce qu'ensuite il puisse y avoir un débat. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nos copains du mouvement du comité de soutien du Rif, ce qu'ils souhaitent aussi, c'est qu'il y ait quelque chose qui se constitue sur la ville de Montpellier comme ailleurs, pour soutenir leur mouvement. Sous quelle forme, c'est à discuter, mais c'est un objectif. Et c'est important parce que, vu tout ce que j'ai dit, vous voyez bien que la France a quand même un rôle particulier. Parce qu'il y a des liens de l'époque coloniale qui jouent encore. Quand Macron est allé au Maroc, il était au courant de rien. Il n'a pas dit un mot, donc il ne savait pas. Il a dû lire les journaux où on parlait de rien. Il y en a de temps en temps. Et donc, quand il y a eu Édouard Philippe qui est allé, Premier ministre, ben les copains Griffin de France lui ont écrit en lui disant voilà ce qui se passe, il y a des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils s'expriment pacifiquement. Pacifiquement. Il n'y a pas eu de la casse, jamais, pas de notre part. Eh bien, on aimerait bien que vous nous aidiez pour que les prisonniers sortent de prison. Il n'en a pas dit un mot. Il n'a même pas répondu à leur courrier. Rien. Donc, vous voyez, la France a une responsabilité particulière dans cette affaire. Et donc, nous, indirectement, nous sommes responsables de rien. Mais nous avons un devoir, disons, politique et moral, de sorte à apporter un soutien aux amis du Rif. Voilà, merci. Il n'y a pas le son? Non. Ah, s'il n'y a pas de son, le témoignage n'est pas intéressant. Il n'y a pas de son. Ils ont mis un truc avec un micro, ou sinon il y a un micro devant le... Oui. Ah, ouais. Non? C'est pas ça? Appuie sur OK. Appuie sur OK. Appuie sur OK. Voilà. Il y a souvent une mauvaise connexion entre le son et... Et le curseur, non, reviens en arrière. Reviens en arrière. Le curseur est à zéro. Il est à 0. Ah bon? Ah ouais. Ah, bah c'est ça. Ah, C'est pas parce qu'il y a deux entrées. Au maximum. Je suis allée dessus, mais j'ai pas pu mettre en sélection parce que je n'avais pas encore reçu ça ce matin. Ah si, si. C'est une radio sur le bruit. L'information sur la situation des malades d'octobre de l'Europe. Ah, voilà. Le son. Si, il est pas fort. Il n'est pas fort, oui. Tu veux le micro, Sinon, on va mettre le micro.
Je trouve que j'étais aux urgences, c'est une manifestation. Donc aux urgences de l'hôpital de Sylvain. On ramène évidemment beaucoup de blessés. Et puis on ramène de juillet. Ouais, c'est parce que le haut-parleur il est caché par le truc. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que Oh, ça suffit pas. Le haut-parleur, Le haut-parleur, il marche pas. Et le haut-parleur il est derrière l'écran. Non, Arrête-le, Serge. arrêtez-le, Rocovac, Parce on qu'on n'entend n'entend pas. pas. Il est derrière l'écran le haut-parleur. Alors, non, mais ça, écoute, tout à l'heure, on entendait très bien, il était derrière l'écran aussi. là-bas il y a deux mois de son. Tu veux le micro, Serge, ou pas? Sinon on prend le micro et on le met sur le truc. Et là ça sort là-bas. Hein, c'est l'augmentation du son. Ici, il y a zéro. Non mais là-bas déjà. de Sylvain. Et on ramène évidemment de blessés. Et puis on ramène dans une ambulance, ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si on peut appeler ça une ambulance, un jeune. Pour moi, il était vraiment difficile. Faut arrêter. Des deux côtés de la civière, vous voyez que c'était pas seulement blessé. La guerre. Si on bouge tous. Ça, ce sont vraiment